Général Putz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques heures maintenant du coup d'envoi officiel de cet exercice Croix du Sud. C'est un retour de cet exercice après plusieurs années. Le temps a été un peu plus long que d'habitude. Généralement, c'est tous les 2 ans. Là, il y a eu la crise Covid. Ça fait 4 ans qu'il n'y avait pas eu d'exercice. Ça fait du bien? Oui, ça fait plaisir de pouvoir reprendre cet exercice. Alors, ça fait exactement 5 ans qu'on ne l'avait pas réalisé, puisque la dernière fois, c'était en 2018. En 2020, par la force des choses et de l'épidémie, il avait été annulé quelques semaines avant son début. Et là, nous avions décidé d'attendre un peu, de ne pas le relancer en 2022, compte tenu des contraintes qu'il y avait encore dans la région. 2023 est l'année qu'il fallait, à l'évidence, puisqu'il y a une forte affluence. Beaucoup de nos partenaires habituels pour cet exercice ont annoncé leur participation et participent. Et puis, on a également de nouveaux partenaires, ce qui fait, comme vous l'annonciez dans vos titres, que cette édition sera d'une envergure exceptionnelle. On atteint un nombre de participants militaires et civils inégalés, de 3000 participants provenant de 19 nations différentes, dont la France. Voilà, donc ça commence concrètement aujourd'hui. L'exercice sur le terrain en tant que tel, parce qu'il y a une phase de connaissance, d'appropriation, d'échange, et puis l'exercice en tant que tel commencera lui début avril, plutôt dans le nord, hein, c'est bien ça? C'est exactement cela. La première semaine la semaine de préparation permet aux différents détachements, aux différents participants de bien rentrer dans l'exercice, de bien rentrer dans le thème, de se connaître, de maîtriser l'organisation et les chaînes de responsabilité, de commencer à s'entraîner sur le terrain, en fait de prendre connaissance entre eux, de prendre connaissance avec le terrain, parce qu'il est important de savoir avec qui l'on opère, où l'on va opérer, et puis de préparer les missions. La deuxième semaine, dès dimanche prochain, dès le 30 avril, avec les premiers déploiements de forces sur le terrain, et ça permettra de faire l'exercice proprement dit, l'exercice dont on tirera toutes les leçons qui serviront à la région, aux forces militaires, pour faire face aux futures catastrophes. Et vous le disiez, effectivement, il aura lieu principalement dans le nord, mais également dans les loyautés. Le choix d'avoir simulé un tsunami pour venir ensuite en aide aux populations qui ont été touchées, c'est un choix qui est une préoccupation aujourd'hui face à la multiplication des catastrophes climatiques dans la région? Alors l'exercice est dédié à l'assistance humanitaire et au secours après catastrophe. C'est vraiment le thème de l'exercice. On déploiera des moyens logistiques, des moyens d'intervention, d'assistance à la population. On travaillera avec des organisations non gouvernementales dont c'est également le métier pour développer l'interopérabilité avec elles. Bien évidemment, on travaillera aussi à des missions de sécurité puisque c'est une force militaire, mais on cherche à faire face à ces phénomènes, ces phénomènes climatiques ou ces phénomènes naturels, cyclones, éruptions, tsunamis, qui touchent particulièrement la région. On l'a vu encore au mois de fin février et début mars au Vanuatu. On l'avait vu l'année dernière avec une éruption majeure aux îles Tonga. Ce sont des phénomènes qui touchent la région et qui nécessitent une étroite coordination, une habitude de travailler ensemble, une interopérabilité, non seulement des forces militaires. Alors, les militaires ne sont pas les seuls responsables, bien au contraire. Généralement, d'ailleurs, dans ce genre de circonstances, ils interviennent en appui des autorités civiles en charge de la gestion de crise. Et je dois dire que dans le modèle régional d'intervention humanitaire, on cherche d'abord à soutenir les autorités du pays touché afin d'aider les populations, qu'on le fasse directement ou indirectement. Alors le but c'est quoi? C'est de vérifier les différentes procédures qui peuvent exister pour voir qu'elles sont compatibles avec toutes les forces qui pourraient intervenir sur un théâtre d'opération à la suite d'une catastrophe naturelle. Parce que dans les 19 pays que vous citez, il y a des pays de l'OTAN avec certaines procédures, il y a des pays qui sont hors OTAN, donc qui ont éventuellement d'autres procédures. C'est tout ça qu'il faut chercher à comprendre et à mettre en musique? Oui, il s'agit d'abord de mettre tout le monde, de mettre tout le monde face à ce genre de situation. Alors elles arrivent en temps réel et en réalité assez fréquemment, mais là de coopérer tous ensemble afin de développer cette interopérabilité, c'est-à-dire comme vous le disiez, des procédures simples mais reconnues, mais connues, efficaces, qui permettent de déployer rapidement les effets que l'on cherche à obtenir sur le terrain, c'est-à-dire
assurer la sécurité, amener la logistique humanitaire, soutenir les autorités, aider les populations. Alors j'imagine qu'il y a une phase de préparation qui a été sans doute intense parce que c'est pas simple d'organiser tout ça. Il y aura l'exercice en lui-même et après il y a une sorte de débriefing qui est fait. Vous en tirez les leçons, les conséquences et vous apportez éventuellement d'éventuelles corrections. Par exemple, encore dans les procédures qui pourraient exister. Vous tenez aussi vos voisins et tous ceux qui ont participé au courant un petit peu du bilan que vous en dressez. Le bilan sera dressé collectivement avec nos partenaires et bien évidemment, certains partenaires ont un rôle principal du fait du volume des forces qu'ils engagent, comme l'Australie, comme les États-Unis, comme la Nouvelle-Zélande également. On retrouve d'ailleurs l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont les partenaires de la France au sein du mécanisme France, qui existe depuis 30 ans maintenant ici dans la région. Mais on partagera effectivement les leçons qu'on en retirera, leçons d'ordre tactique, leçons d'ordre technique également, comment mieux coopérer, quelles sont les méthodes d'état-major, quels sont le formatage des ordres, quels sont le séquencement des actions à mener face à ce genre de circonstances. Bon, ça fait partie de toute façon de la recherche d'interopérabilité dans lequel la France et les armées françaises s'inscrivent régionalement, mais même au-delà de la région, puisque là d'ailleurs on touche des partenaires qui viennent de bien plus loin que l'Océanie. On a des partenaires qui viennent de l'Asie du Sud-Est, des partenaires qui viennent du continent américain, on a des partenaires qui viennent même d'Europe. Donc on cherche à rassembler la plus large participation. Mais on montre à travers cela que la France veut jouer un rôle fédérateur. Alors, pas un rôle de leadership, c'est un rôle partagé, mais un rôle fédérateur en tout cas, parce qu'il y a peu de pays qui sont capables d'organiser de tels exercices. Ici, il y a les grandes puissances régionales comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voire les États-Unis aussi, qui sont actifs dans la région, qui savent le faire. Mais des pays qui soient à la fois du Pacifique européen comme la France, on est le seul à pouvoir le faire. Et ça nous permet de nous inscrire dans la volonté régionale de renforcer la résilience et la stabilité en gérant les crises suite à des catastrophes naturelles comme celles que l'on cherche à celle à laquelle on cherche à faire face dans le cadre de cet exercice. Alors, Général Putz, cet exercice Croix du Sud, on l'a rappelé, existe depuis 20 ans et un peu plus maintenant. Il s'est développé au fil des ans. Est-ce qu'avec la donne géopolitique actuelle, parce que vous évoquez évidemment la nécessité de se mettre en conformité par rapport à l'intervention sur des théâtres d'opération à la suite de catastrophes naturelles, il n'y a pas aussi une visée de dire, dans cet axe indo-pacifique, il y a aussi des armées qui sont capables de collaborer. Vous parlez de stabilité dans la région. Il y a aussi une façon de se montrer que les alliés peuvent faire des choses dans la région. Il y a d'abord la volonté de répondre aux besoins de la région. Enfin, les pays océaniens, les États insulaires du Pacifique font face à ces dangers. On le voit, j'ai cité les exemples du Vanuatu et des Tonga tout à l'heure. Et cette volonté de renforcer la résilience régionale, de renforcer la stabilité régionale, on l'observe par exemple à travers les débats au sein du Forum des îles du Pacifique. On le voit également à travers les débats qu'il y a pu avoir en octobre dernier lors de la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, dont la prochaine édition aura lieu ici à Nouméa en décembre, à l'invitation du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Et donc c'est une volonté régionale que de renforcer cette résilience, cette coopération, cette interopérabilité, et ça passe pour la partie militaire par de tels exercices. Cette interopérabilité ou cette coordination, elle se fait aussi entre militaires et civils, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs, des représentants de l'État, des représentants des ONG, peuvent participer à cet exercice. Y compris étrangères, oui, bien évidemment. Et on a aussi, par exemple, des représentants du ministère des Affaires étrangères australien qui seront présents, parce qu'il est clair, il est évident pour nous que de telles actions, de tels engagements ne se font que dans un cadre civilo-militaire, puisque, in fine, il s'agit de toute façon d'aider les autorités d'un pays qui serait touché par une catastrophe. Général Putz, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant cet exercice? Quel est votre rôle précis? Alors, mon rôle est d'abord d'accueillir les différents détachements, les différents participants. Et ce matin, nous aurons toute une série de mots d'accueil et de briefing destinés à mettre tout le monde dans la direction collective de l'exercice. Ensuite,
Je serai en partie auprès de l'état-major pour voir comment se déroule cet exercice. Bon, l'état-major a déjà été rodé puisque au mois de novembre dernier, nous l'avions déjà rassemblé avec près de 120 officiers, sous-officiers provenant de tous les pays participants pour commencer à travailler dans les techniques d'état-major. Mais bien évidemment, j'irai aussi sur le terrain, voir les différents détachements, voir les différentes unités, voir comment se passe la coordination d'un point de vue opérationnel. Et puis nous avons, à la fin de la deuxième semaine, jeudi 4 avril, une journée officielle qui nous permettra d'accueillir une centaine d'invités, des invités, des invités civils, des autorités civiles, des ambassadeurs, des membres du gouvernement de la région, et puis des autorités militaires également, ainsi que des représentants des invités calédoniens qui nous permettront d'aller sur le terrain pour observer les militaires et les civils participant à cet exercice ici en Calédonie avec l'aide, le soutien de la population, des élus, des chefs coutumiers qu'on est allé voir, qu'on a rencontrés pour nous assurer de la bonne compréhension de l'exercice. Oui, parce que c'est les gens du Nord principalement qui vont être concernés par cet exercice, puisque c'est là que les troupes vont être stationnées principalement. Le tsunami frapperait le nord de la Calédonie, c'est bien ça? Alors, la situation que l'on décrit dans le thème de l'exercice est fictive. Il s'agit d'utiliser. Enfin, on est sur le terrain et effectivement au nord, comme vous le disiez, côte est, côte ouest. On sera également un peu aux loyautés. Et dans le thème, effectivement, cette partie-là du territoire est touchée par la catastrophe qui nécessite l'engagement des moyens internationaux. D'une manière générale, les Calédoniens voient les bateaux qui sont arrivés. Certains ont pu visiter certains d'entre eux. Il y a une forte présence de bâtiments de la marine, des marines dans cet exercice. Nous sommes dans le Pacifique, aux vastes étendues marines, mais nous sommes aussi au cœur de l'Océanie, ici, autour de la Calédonie, on trouve l'essentiel de la population océanienne, la grande majorité. Pour se déployer dans de telles circonstances, il faut des moyens maritimes, puisque les moyens aériens peuvent servir, à condition que les infrastructures aéroportuaires soient opérationnelles. Mais pour transporter du matériel en nombre et en quantité volumineuse, il faut effectivement des capacités de transport maritime. Alors on a la chance et le privilège d'avoir parmi les moyens militaires français le groupe Jeanne d'Arc, qui est une mission de la Marine nationale qui vise tout d'abord à former les élèves officiers de marine. Ce sont 2 bateaux, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et puis la frégate Lafayette. Et ils seront parmi les éléments importants du dispositif naval, puisqu'ils permettront notamment de réaliser une opération amphibie. Maintenant, à un moment donné, la force va à terre. Il faut aussi des gens sur le terrain pour organiser la logistique, pour assurer la sécurité. Et puis, bien évidemment, dans ce genre d'opération, rien ne se fait sans la force aérienne qui permet de se projeter rapidement et d'arriver rapidement dans les zones les plus touchées. D'où cet exercice interarmé. Général Putz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc on rappelle, Croix du Sud est lancée dans quelques heures, maintenant officiellement, et se terminera début avril par un bilan le 6 avril. Il se terminera par un bilan qui aura lieu le 6 avril, le même jour qu'une cérémonie de clôture qui rassemblera tous les détachements ayant participé à l'exercice, et cérémonie qui aura lieu place des Cocotiers à Nouméa le 6 avril matin. Général Putz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.